19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Nous parlerons ce soir du mal-être, mais aussi de la colère des fonctionnaires de police face aux nombreux suicides dans la profession. 28 en seulement 4 mois au niveau national. Nous verrons quelles en sont les raisons ainsi que la réponse de l'État face à ce fléau. L'aménagement du territoire à l'horizon 2050, l'objet d'ateliers qui se tiennent en ce moment, ateliers pilotés par le conseil départemental. On en parle avec le conseiller de Sada, Noman Ousseni, notre invité, par ailleurs chargé du pilotage et de l'élaboration du SAR, le schéma d'aménagement régional de Mayotte. Et Enfin, nous irons au collège de Kwalé où un forum des métiers était organisé ce vendredi pour les 4e et 3e venus de différents établissements de l'île. 3e et 4e, des années décisives pour l'orientation de chacun. Une quarantaine de professionnels ont fait le déplacement pour l'occasion, tous secteurs confondus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au commissariat de Mamoudzou a noté cette minute de silence observée à la mi-journée par les policiers en hommage à leurs collègues qui se sont suicidés ces derniers mois. En France métropolitaine, depuis le début de l'année, pas moins de 30 fonctionnaires ont mis fin à leur vie. Le mal-être, la pression et les conditions de travail en sont les principales causes, raison pour laquelle les agents se sentent également concernés ici par cette problématique. Écoutons à ce propos Djabir Jamaldine au micro de Jamila Sodiki et Youssouf Ahmed Matouar. On déplore pas moins de 28 suicides depuis le début de l'année. C'est le niveau le plus haut depuis ces 20 dernières années. Ça représente quasiment 2 suicides par semaine. Vous voyez comment c'est inquiétant. Alors, il est vrai qu'un suicide est multifactoriel, mais le modèle de management dans la police y est pour beaucoup, dans la mesure où nos conditions de travail génèrent un stress permanent et une désocialisation du fonctionnaire. Le modèle de management, on tient à le souligner, Mayotte n'est pas exempt. Comme il est attendu partout dans les commissariats de France, dans les différents services de police, il est attendu de la hiérarchie que le modèle de management soit revu en entier. Aujourd'hui, les policiers font l'objet de rappels en permanence. Ce sont des horaires pénibles, des consignes très contraignantes. Tout cela entraîne, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une véritable désocialisation du policier et qui malheureusement amène à une prise de décision déplorable. Et la mobilisation a eu lieu partout en France, puisqu'encore hier, 2 agents se sont donné la mort. Les fonctionnaires veulent être reçus en urgence par leur ministre pour que la lutte contre ce fléau soit reconnue en tant que cause nationale. Diane Schlinger, Élodie Delvoye. Un silence lourd, empli d'émotions. Tous les visages sont marqués par le deuil. En rang serré, ces policiers de Montpellier se sont rassemblés devant leur commissariat, là où hier matin leur collègue de 49 ans s'est donné la mort dans son bureau. C'est un recueillement silencieux, nous pensons bien sûr à la famille, aux enfants de cette collègue qui s'est donné la mort hier, mais s'ajoute aussi, on va dire, une colère. Comment aujourd'hui on peut accepter qu'un policier qui prend son service à 8h du matin se donne la mort une demi-heure après dans son bureau avec son arme du service ? La colère, le malaise de toute une profession, car les suicides des policiers sont de plus en plus nombreux. Depuis le début de l'année, en moins de 4 mois, donc déjà 28 suicides, il y en avait 35 sur tout 2018. Alors dans toute la France, les policiers ont décidé de manifester leur colère. À Paris, ils ont choisi de se réunir devant les locaux de la direction des ressources humaines. Selon les syndicats, il y a un problème dans la gestion au quotidien, avec des heures supplémentaires qui s'accumulent. Nos conditions de travail qui se dégradent de jour en jour, un management beaucoup trop rude et pas assez participatif, et ensuite cette haine anti-flic qui pèse aussi sur nos collègues. C'est l'une des raisons pourquoi nous avons exigé du ministre de l'Intérieur un plan d'urgence, un plan Marshall. Christophe Castaner a d'ores et déjà annoncé la création d'une cellule alerte prévention suicide pour être à l'écoute des policiers 24 heures sur 24. C'est un combat que je veux mener avec des professionnels, avec volontarisme et surtout avec l'ensemble des femmes et des hommes qui sont et font l'honneur de notre police et de notre gendarmerie. Cette cellule spécialisée devrait être mise en place dans 10 jours pour venir en aide aux policiers en souffrance.
Dans l'actualité également, ce procès aux assises depuis mardi à la barre des violeurs présumés pour des faits remontant à 2016 dans le quartier des Hauts-Vallons. Le procureur de la République a requis à leur encontre de 5 à 12 ans de prison. Henriette Bonaïssa. Ils sont 7 individus à comparaître dans ce procès en assises qui a débuté mardi à huis clos, 4 d'entre eux étant mineurs à l'époque des faits, tous originaires de l'île d'Anjouan et habitant au Majicavo. Ils sont poursuivis pour divers vols et viols commis dans le quartier des Hauts-Vallons en 2016. Le 11 septembre, en effet, ils ont commis 2 vols avec armes. 5 jours plus tard, le 16 septembre, un viol en Réunion. Pour cette affaire-ci, seulement un individu est poursuivi pour viol et les 6 autres pour complicité de viol. Jugés en première instance, ils étaient tous placés en détention provisoire à la prison de Majicavo depuis le 20 septembre 2016. Les investigations n'étaient pas arrêtées pour autant. 3 ans après s'ouvre le procès en assises et au regard des faits graves qui leur sont reprochés, l'avocat général a requis 12 ans de prison à l'encontre du principal accusé, assorti d'une interdiction de séjour sur le territoire français. 10 ans de prison pour 3 d'entre eux, 8 ans pour l'un d'eux, 5 et 6 ans pour les 2 autres. Et après plus de 6 heures de délibéré dans l'affaire de viol et de vol des Hauts-Vallons, les 7 prévenus ont été acquittés pour les faits de viol. Mais la culpabilité de vol avec arme a été retenue par les jurés qui les ont condamnés à des peines de prison ferme allant de 3 à 8 ans. Tous retournent donc à Majicavo. À noter que à Majicavo. Cela ne sert à rien de falsifier des avis d'imposition. Le message qu'a voulu faire passer le service des impôts après avoir constaté qu'il circulait dans le département de faux documents à ce sujet. Le directeur des finances publiques rappelle qu'il est très facile de procéder à la vérification de ce document. On l'écoute au micro de Bibi Mariam Alidi et Youssouf Ahmed Matouar. Le message que nous voulons passer, c'est que si quelqu'un veut vérifier un avis d'imposition, c'est très facile, vérifier que c'est un bon avis d'imposition. Il faut aller sur le site verifavis.gouv.fr. Il suffit de taper dans le bandeau de recherche « Vérification avis » et vous tombez sur le site officiel verifavis.gouv.fr et grâce au numéro qui figure sur l'avis d'imposition, on peut s'apercevoir si c'est un vrai ou un faux. En quelque sorte, si vous tapez le numéro et que le moteur de recherche ne retrouve pas l'avis d'imposition, il y a une mention qui vous indique avis d'imposition inconnu. Donc c'est très simple, c'est facile, ça prend très peu de temps à utiliser, c'est gratuit. Et donc le but c'est que en cas de doute, tous ceux qui ont besoin d'un avis d'imposition vérifient que l'avis d'imposition est véridique. Après, la majorité des avis sont bons. C'est quand on a eu un indice, quand c'est un peu trafiqué, on voit que ça a été photocopié, que c'est un peu en biais, ce sont des indices qui peuvent peut-être remettre en cause, avoir quelques doutes sur la véracité de l'avis d'imposition. Et par ailleurs, la direction des finances publiques rappelle que l'avis d'imposition ne constitue en aucun cas un justificatif de domicile. La ministre des Outre-mer arrive cette fin de semaine dimanche pour repartir mardi. Annick Girardin vient entre autres pour faire un bilan d'étape 1 an après son plan social annoncé en réponse au mouvement contre l'insécurité l'année dernière. Alors, où en sont ces mesures et quelles branches sont exactement concernées? Le point avec Henriette Bonaïssa. Sur ces 53 engagements qui regroupent 125 actions pour améliorer la vie quotidienne des Mahorais, 5 concernent le social. Il s'agit des mesures 15 à 19. La ministre des Outre-mer va se pencher sur ce qui a été mis en place pour justifier la politique de l'État et rassurer ainsi la population sur ce qui est en cours. Cela dit, dans l'attente de la convergence des prestations et cotisations sociales, le Fonds mahorais de développement économique et social, doté de 1,25 million d'euros, est déjà en place. Il permet d'investir dans les domaines du soutien à la parentalité, de l'éducation et de la prévention sanitaire ou encore des services à la personne. Sachez aussi que depuis 2018, 4 millions d'euros ont été alloués en vue de construire de nouveaux équipements sportifs. La prestation de restauration scolaire a elle aussi été augmentée de 20 centimes
depuis la rentrée scolaire. Il faut noter que de nombreuses autres mesures annoncées sont en cours d'étude. La plateforme d'ingénierie territoriale qui non seulement accompagnera les collectivités dans leurs divers projets, mais aussi et surtout proposera un dispositif de formation pour améliorer la conduite des politiques publiques sur le département. D'ici 2022, certaines prestations seront étendues de manière adaptée à la réalité socio-économique de l'île. Il s'agit de l'allocation journalière de présence parentale pour les enfants gravement malades, l'allocation d'éducation d'enfants et adultes handicapés, la PAGE, la prestation d'accueil jeune enfant, la prestation de service unique, la PSU, l'allocation de rentrée scolaire ou encore l'allocation de logement temporaire. Hier, dans nos journaux, nous vous parlions du lancement de la première session d'atelier du territoire dans le cadre de l'élaboration du SAR, le schéma d'aménagement régional, schéma piloté par le conseil départemental en collaboration avec l'État, les acteurs du territoire. Après Longoni hier, des ateliers d'échange se poursuivent demain au lycée agricole de Coconi. Et pour en savoir plus, avec nous sur ce plateau, Noman Ousseni. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous êtes conseiller départemental, je le disais, de SADA, par ailleurs chargé de mission de pilotage et de l'élaboration du SAR, le schéma d'aménagement régional de Mayotte. Alors, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais pourquoi, pour quelles raisons ce schéma est essentiel pour l'avenir? C'est essentiel pour l'avenir parce que ça donne déjà la vision une projection en tout cas de comment on va développer ce territoire. Il faut comprendre que la population, on entend beaucoup en tout cas de ce développement. De par la grève en 2018, février, mars, avril, qui a commencé par le thème de l'insécurité, mais au final, c'était le développement en général. Donc là, c'est une possibilité de se projeter pour 2050, d'ici 30 ans. Comment veut-on en tout cas construire ce pays? C'est construire Mayotte. Développement des infrastructures, développement aussi du réseau routier, c'est bien cela? Des infrastructures, du réseau routier, du logement, des formations, de la culture, de tout c'est un développement, pas seulement l'aménagement en termes d'infrastructures, de routes, mais tout ce qui est développement en fait. Comment veut-on que Mayotte devienne d'ici 30 ans? Comment veut-on que les Mahorais, en tout cas c'est la population de Mayotte dans 30 ans, comment veut-on que ça évolue, qu'ils évoluent? C'est pas seulement un aménagement, mais un réel développement. Alors pour l'instant, autour de cette question, on a la collectivité, l'État, les acteurs économiques, mais la population sera également appelée à s'exprimer par rapport à ce schéma. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment et comment ils seront consultés? Alors, on a fait le choix. C'est vrai, c'est la loi en tout cas qui a créé le SAR. En tout cas, normalement, c'est pour permettre l'aménagement, le développement, mais en même temps protéger l'environnement, de par les espaces maritimes, l'écologie. Mais là, dedans, puisqu'on parle de développement, donc on a fait le choix d'associer tout le monde. Donc nos partenaires, donc, qui sont évidents, qui sont l'État, qui est l'État, mais en même temps donc, les communes, les communautés d'agglo, les associations environnementales ou autres sportives, mais la population, bien évidemment, notamment les jeunes, parce que c'est pour la population qu'on fait ça. C'est pour la population. Donc, ils sont associés pour dire quelque part, parce que nous sommes des élus. Mais quand nous sommes là, nous sommes élus, c'est pour, en tout cas, travailler pour la population, pour le bien-être de la population. On pouvait bien se cacher dans un coin, dans un bureau, et proposer un document. Mais après, pour la mise en œuvre, qui c'est qui doit en bénéficier? C'est la population. C'est pour ça que tout le monde est associé sur ce projet. Donc ça veut dire qu'en fait, des plateformes numériques seront mises en place ou on passera de village en village, on fera des réunions publiques? Comment ça va se passer? Alors, dans un premier temps, pour l'instant, on a commencé hier, vous l'avez dit. La première, en tout cas, session, c'est demain à Coconi par des ateliers. Il y en aura 4. Durant tout le processus de l'élaboration. Mais en même temps, il y aura aussi justement ces réunions publiques dans les villes, dans les villages. On verra, en tout cas avec les communes et les intercos, comment on va pouvoir organiser ça. Mais aussi, il y aura justement ces plateformes numériques. On est en train de regarder, de voir quel genre de plateforme on doit mettre en place pour que tout le monde puisse en tout cas y participer et donner sa contribution. Il y a aussi, il ne faut pas oublier
la population, les Maoris qui sont à l'extérieur, à La Réunion comme en métropole, qui ont aussi, en tout cas, et qu'ils disent, on les entend dans les médias, cette envie de voir Mayotte se développer. Ce sera aussi une occasion pour qu'ils se prononcent, soit on ira là-bas, ou alors ils peuvent en tout cas faire leur contribution par rapport aux plateformes qui existeraient en tout cas. Et on sait justement à partir de quand on mettra ça en place, ou pour l'instant c'est assez flou puisqu'on réfléchit à l'horizon de 2050, on se dit on a peut-être le temps, ou peut-être ça passe trop vite d'ailleurs. Alors le schéma, on a 2 ans de l'élaboration, 2 ans de processus en tout cas de réflexion, 1 an de réflexion d'élaboration et 1 année validation par le Conseil général, validation par la préfecture de Mayotte, le recueil des avis du public par rapport à ce qu'on aura validé, nous élus et en tout cas les institutions. Et au final, ça doit être approuvé par le Conseil d'État pour dire que c'est un document réglementaire après. Mais pour la mise en œuvre, mais ça peut être tout de suite parce qu'il y a des projets déjà qui existent au niveau du département, mais il y en a beaucoup, au niveau des communes, au niveau des intercos. Donc tous ces projets déjà qui existent et qui sont prêts en tout cas à être réalisés, on peut les mettre et les prendre en compte dans le SAR. Mais à partir de là, il y aura une vision donc de 1 an, 2 ans, ainsi de suite, jusqu'à c'est une vision de 30 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SAR, il est révisable tous les 10 ans. D'ici 10 ans, on peut dire, voilà, on abandonne, on fait notre SAR, ou on révise, ou on modifie, ou on maintient le SAR. Pour améliorer justement améliorer les choses. Ça permet justement d'améliorer s'il y a des failles, il y a des changements, en tout cas dans la vie. Mais en tout cas, c'est une vision plus loin pour justement ne pas se mettre dans des difficultés tous les 10 ans. Merci beaucoup Noman Noceni d'être venu sur ce plateau vous exprimer donc sur ce schéma d'aménagement régional. C'est moi qui vous remercie. S'ouvrir aux filières, à des filières auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé et réfléchir à leur avenir à travers des rencontres avec des professionnels. L'objectif du Forum des métiers organisé ce vendredi au collège de Kwalé, forum qui a touché près de 300 élèves de différents établissements. Sur place, Bibi Mariam Alidi et Faroussi. Houzayanti est en 4e. Jusqu'alors, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire plus tard, mais à travers ses ateliers, elle a trouvé sa vocation. J'ai visité la douane. Ça m'a beaucoup plu parce qu'on nous a dit que c'est très facile, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'études. Le 2e stand, c'est ici, à Bred. Avant, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Maintenant, on nous a tout appris, on nous a dit qu'on achète de l'argent. On vend de l'argent, voilà. Par exemple, si on veut 20 euros pour acheter quelque chose, après, on doit rendre plus 25 euros, par exemple. La banque, l'agriculture, l'assurance ou encore la communication, beaucoup sont représentés. Mélie souhaite gommer les préjugés. Quand on parle de l'agriculture, on pense directement à élevage, vaches et poules, etc., poulailler. On n'a pas du tout la même vision des choses. Alors qu'une fois que tu es dedans, c'est pas du tout pareil. Il y a plusieurs filières, notamment le service. On a un peu de tout, c'est vraiment diverti. Du coup, mon rôle aujourd'hui, ça aurait plutôt être d'apprendre ce qu'il y a vraiment dans le lycée agricole et apporter le savoir et vraiment leur dire les choses concrètement. Ils nous posent surtout des questions concernant ce qu'ils vont faire dans les matières techniques. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils arrivent vraiment à avoir une petite idée de ce qu'ils vont faire en cours. Voilà. C'est surtout ça leur inquiétude, parce que le passage du collège au lycée, c'est souvent une marche un peu importante. À travers ce forum des métiers, les organisateurs espèrent pallier les manques et redorer l'image de Mayotte. Ces derniers temps, nous rencontrons de nombreux problèmes de recrutement et l'idée pour nous, c'est de pouvoir orienter les élèves vers des filières porteuses, des filières pour lesquelles nous sommes en manque de ressources humaines. On a du mal à faire venir des personnes, du personnel ici à Mayotte, donc à recruter de l'extérieur, mais également les jeunes Mahorais diplômés ont encore du mal à rentrer chez eux pour venir travailler. C'est une balance. Prochain rendez-vous l'année prochaine. Et pendant que ces jeunes collégiens cherchent leur voie, d'autres l'ont trouvé dans l'entrepreneuriat. Rencontre ce soir avec Mariama Ibouramze, native de Lille et membre fondatrice du collectif Fessenco et de la maison Jahazi Umoja. Son domaine, l'épicerie fine et les cosmétiques. Ismaël Mohamed Ali.
L'entrepreneuriat féminin est en plein essor. La Mahoraise Mariama Iboulwamze, patronne de la maison Jahazi Umoja, tout comme ses amis, en est la preuve manifeste. Plus que jamais déterminées à réussir dans ce milieu impitoyable, elles ont joué de solidarité. On a créé un collectif tout ensemble avec 8 femmes entrepreneurs issues de l'archipel des Comores, de toutes les îles, et l'objectif en fait c'était de nous connaître déjà, nous soutenir et nous entraider à travers des événements comme celui-ci. Le collectif Fas & Co existe depuis 1 an. Mariama en est une des fondatrices. Jadis dans le transport routier de marchandises, cette chef d'entreprise évolue désormais dans l'épicerie fine et le cosmétique. La native de Mtsapéré est passée par l'île de la Réunion et depuis 10 ans résidente en région parisienne n'a pas eu un parcours facile. Mais en battante qu'elle est, Mariama s'est accrochée, s'est mise à son propre compte et valorise et commercialise les produits de son île. Donc à Mayotte, il y a beaucoup de choses qui se font déjà, beaucoup de femmes d'ailleurs qui font beaucoup de choses. Et que je trouve qu'on ne les met pas suffisamment en avant. Et ici, en région parisienne et en France métropolitaine, il est vrai que j'en connais pas beaucoup de femmes mahoraises qui entreprennent. Je pense qu'on est malheureusement chacune isolée et qu'on n'est pas au courant qu'il y a d'autres jeunes femmes ou d'autres jeunes hommes d'ailleurs qui ont créé leur entreprise. Déjà, c'était bon, très bon. Ça fait plaisir aussi, vu que moi qui suis à Mayotte, de voir ce qui se passe ici, de voir des Comoriennes, des Mahoraises, entrepreneuses qui mettent en avant l'archipel, le pays, de par les productions locales. Et non seulement c'est bon au goût, mais c'est aussi bon, ça fait chaud au cœur de voir ça. Mariama Iboulwamze est de ces femmes debout, vaillantes et déterminées. L'éloignement de son île, de sa famille, la nostalgie comme les épreuves de la vie n'auront pas eu raison d'elle. Elle est même bien plus forte et confiante qu'avant. La difficulté, il y en aura toujours, que ce soit même dans les études ou même dans la vie de tous les jours. Mais l'idée, en fait, c'est d'arriver à surpasser ça et à changer d'échelle, finalement, à grandir et à progresser. Apprendre, comprendre, entreprendre même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. Cela passe aussi par des moments de sourire et bien entendu de partage autour d'un bon repas des îles de la Lune. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle ce malaise, ce mal-être chez les fonctionnaires de police depuis le début de l'année. Les autorités assistent à une série de suicides dans le métier, pas moins d'une trentaine en 2019, partout en France ce vendredi. Et en hommage à leurs collègues qui ont mis fin à leur jour, les policiers ont fait 1 minute de silence. Papineau Zaidani, tout de suite pour le journal en Mahorais. On suivra votre émission Cheveux chéris avec Jen Jacquin et Top Massiwa avec l'artiste Dio et Yumna. Demain et dimanche, vous serez en compagnie de Darwesh Daou pour le journal. Excellent week-end à vous et à lundi.